était une fois Cyrano de Bergerac. Nous sommes à Paris en 1640, à la fin du règne de Louis XIII, alors que triomphe Richelieu, le temps des mousquetaires, l'âge d'or de l'aristocratie française. 3 hommes aiment la même femme, la plus belle de tout Paris. Les 3 sont nobles. Le premier a le pouvoir, le deuxième la beauté, le troisième a tout, sauf le pouvoir de la beauté. Et ce 3e homme aide son rival à conquérir la femme qu'il aime. Un scandale dans un théâtre, un complot dans une pâtisserie, un baiser volé sur un balcon, des serments dans un champ de bataille et des aveux dans un couvent, nous voici dans la grande aventure de Cyrano. Une histoire d'amour et d'amitié, de passion, avec des complicités qui se renversent en rivalité et l'inverse, avec des mariages secrets qui donnent lieu à des batailles désespérées, avec des promesses inouïes qui deviennent des paris tenus. Cyrano, c'est une certaine forme de génie français. C'est le héros romantique par excellence. À la fois un emblème de la liberté, la noblesse incarnée, celle de l'âme, de l'esprit, une figure de défi. Quelque chose d'énorme et d'universel, oui, la noblesse en personne. Le héros de Cyrano de Bergerac, c'est bien sûr Cyrano. Un homme qui a tout. Un cœur généreux, un esprit brillant, une grande âme, qui a tous les talents, orateur, philosophe, duelliste, musicien, poète, qui est un héros avec un courage extraordinaire, qui est capable de se battre contre n'importe qui, à 1 contre 100. Un homme parole, qui a une verve, un esprit acéré, un bel esprit, qui peut répondre à tout, mais qui en fait trop, qui a cet excès, ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu le précède, ce dépassement, il exagère. Eh bien cet excès, c'est une faille, le fait que Cyrano se sent indigne d'être aimé, une laideur qu'il imagine avoir. Il aime Roxane, Madeleine Robin, sa cousine, une précieuse, fine et belle, la seule femme de sa vie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma vie, dit-il. Elle le considère comme son presque frère, ce qui évidemment désespère Cyrano. Elle n'aime pas le comte de Guiche, ce neveu de Richelieu que tous les marquis suivent, un homme de pouvoir. Et elle tombe folle amoureuse de Christian. Un beau jeune homme, mais qui n'a pas d'esprit, ou plutôt se sent sot face aux femmes. Et Roxane demande à Cyrano de protéger Christian. Voilà le pacte faustien. Voilà comment un rival secret devient un allié souterrain. 2 hommes pour séduire une femme, l'union du corps et de l'esprit pour un grand amour. Cyrano de Bergerac nous touche par de multiples dimensions. D'abord, les valeurs de l'héroïsme aristocratique, le sens de l'honneur, le fait de tenir sa parole. 2 fois par jour, à travers le champ de bataille, entre les balles, Cyrano va poster la lettre à la femme qu'il aime, parce qu'il le lui a promis. Cyrano fait bonne figure, il éprouve une dignité, il la manifeste. Il dîne par exemple d'un demi-macaron et d'un grain de raisin pour ne pas montrer qu'il a faim. Moi, souffrir devant tout ce monde, tu vas voir. Il est un homme de la vaillance, capable de se battre pour une cause. Cyrano, c'est le rejet de la compromission, de la courtisanerie, de la médiocrité. La bassesse, l'hypocrisie, le fait de vouloir paraître, de briller alors qu'on n'est rien. Grimper au lieu de s'élever. Il préfère être l'arbre que le lierre. Non, merci, dit-il à tous ses vices, à toutes ses compromissions. D'ailleurs, D'Artagnan, dans cet esprit mousquetaire, le félicite en trépignant. Cyrano, c'est un esprit libre. C'est la liberté de penser, un libertin au sens classique du terme. Héritier de Gassendi, de Descartes, quelqu'un qui pense par lui-même, qui ose penser, qui a une autonomie, qui refuse les superstitions et les tutelles. Un frondeur avant l'heure, qui est marginal, qui n'a pas de protecteur, mais une protectrice. Son épée est la pointe à la fois de la lame et de son esprit. Cyrano, enfin, c'est la générosité absolue. Le don de soi, la magnificence, le sublime, jusqu'au sacrifice. Au miroir de Cyrano de Bergerac, je vois 4 œuvres. La première, c'est Don Quichotte. Pour De Guiche, c'est une insulte qu'il lance à Cyrano. Mais Cyrano, lui, le considère comme un éloge. Je l'ai lu et me découvre au nom de cet hurluberlu. Un individu égaré dans son siècle, non pas parce qu'il chasse des moulins, mais parce qu'il croit en un idéal. Non pas un chimérique, mais un rebelle contre un système. À la différence de Quichotte, Cyrano lui a conscience de son échec. C'est encore plus beau quand c'est inutile. J'aurais tout raté, même ma mort, dit-il. Mais cette conscience fait partie de son héroïsme. La deuxième œuvre, c'est le roman original du vrai Cyrano, le physicien, le philosophe, Voyage dans la Lune.
Et moi, je crois que la lune est un monde comme celui-ci à qui le nôtre sert de lune. Cyrano dit, dans la pièce, « Je tombe de la lune ». Oui, il vient de la lune, il vient d'ailleurs, de cet envers du monde. Il est contre ce système. La troisième œuvre, c'est la pièce Le Misanthrope de Molière. Il y a un débat entre celui qui déteste le genre humain et celui qui dit qu'il faut trouver des arrangements, des accommodements. Même débat entre Cyrano et son meilleur ami. « J'aime que l'on me haïsse. Vraiment, tu te fais trop d'ennemis. Seul contre tous », voilà un parallèle entre le Misanthrope et Cyrano. La quatrième œuvre, c'est bien sûr le film de Jean-Paul Rapneau avec le scénario de Jean-Claude Carrière. Dit César, et pour toujours, en Cyrano, l'extraordinaire, l'énorme Gérard Depardieu. L'envers de Cyrano de Bergerac, c'est d'abord la Grande Dépression. La défaite de la France contre la Prusse, la Commune de Paris, les attentats anarchistes, l'assassinat du président de la République, le scandale de Panama, l'affaire Dreyfus. Oui, une atmosphère de fin de siècle, de dégénérescence, de décadence. À la fin des années 1890, Rostand lui-même a connu une dépression et sa femme engage 200 000 francs or pour une pièce. L'acteur Coquelin est d'accord pour louer le théâtre de la Porte Saint-Martin sur un sujet, Savinien de Bergerac, un écrivain libertin, peut-être homosexuel. Rostand écrit la pièce, et très vite, le naufrage s'annonce. Plus personne n'y croit. L'actrice qui doit jouer Roxane ne s'engage que pour la première, elle pense que ce sera un four. D'ailleurs, elle est remplacée par la femme de Rostand au dernier moment. Peu avant la première, Rostand s'excuse auprès de l'acteur principal de l'avoir entraîné dans ce désastre. Il est désespéré. Soir de la première, 28 décembre 1897, c'est le triomphe. 40 rappels. Pendant 20 minutes, on scande le nom de Rostand. Des gants et des roses sont jetés sur le plateau. Le ministre des Finances, qui est présent dans la salle, vient épingler sa propre Légion d'honneur au veston de Rostand. « Je prends un peu d'avance », dit-il. La pièce devient phare du répertoire français. Voilà la revanche de la France. Voilà le héros après Vercingétorix, Pasteur et Hugo que l'on attendait. 400 représentations à la première. 4000 à Paris en 1983. Un rôle à César, à Molière, à Oscar, avec des très grandes interprétations. Gérard Depardieu, je l'ai dit, Jacques Weber, Jean-Paul Belmondo, Philippe Torreton, Michel Vermoz à la Comédie Française. Oui, une œuvre essentielle du génie français théâtral. La devise de Cyrano de Bergerac, c'est « J'ai décidé d'être admirable en tout, pour tout ». Oui, voilà la devise de Cyrano. Admirable en tout pour tout, c'est-à-dire objet d'admiration, de sublime. Le héros absolu, celui qui est capable de tous les dépassements, de tous les courages. Mais c'est aussi celui qui est au cœur de la représentation, qui provoque cette admiration qui est le point de mire. Ça commence dans un théâtre. Nul hasard si Cyrano surgit en expulsant un acteur, en prenant sa place. Il est à la fois le metteur en scène, l'auteur. Il est celui qui déchaîne les foules, celui qui intéresse le public, le passionne. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est aussi celui qui est dans la ligne de mire que cet objet d'admiration. C'est-à-dire le bouc émissaire, la cible toute désignée. On n'abdique pas l'honneur d'être une cible. Et Cyrano se tient debout, admirable jusqu'au bout. Le point qui me touche profondément dans Cyrano de Bergerac, c'est son panache. Le panache, c'est cette plume qui surplombe le chapeau, ce qui flotte au-dessus comme l'âme. C'est ce qui s'élève, c'est la classe. C'est l'élégance suprême. Moi, c'est moralement que j'ai mes élégances, comme le panache blanc d'Henri IV. C'est ce qui fait qu'il y a une spirale du sublime dans laquelle Cyrano emporte tout le monde. Christian, qui ne peut pas laisser Cyrano en reste quand il s'aperçoit qu'il aime Roxane et qu'il a écrit pour lui. Roxane, qui traverse les lignes ennemies pour rejoindre l'auteur de ces lettres qui la transporte. Et même De Guiche, qui reste dans un combat désespéré, parce qu'on n'abandonne pas une femme seule. Et tout cela par panache. Panache, cette pudeur de l'héroïsme, comme le dit Rostand, comme on s'excuse d'être sublime, et c'est le dernier mot de Cyrano. Il a tout perdu, tout lui a été enlevé, même son amour, 14 ans de silence. Oh, c'est bien mieux que d'avoir vaincu 100 hommes. Ce silence, cette pudeur, ce sublime, voilà
ce qui fait que Cyrano meurt debout, sans une tache, sans un pli à son panache. Voilà pourquoi, depuis 120 ans, Cyrano nous transporte, nous élève, nous enthousiasme par son panache. Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, c'est en poche, et comme d'habitude, c'est moins de 10 euros. À la semaine prochaine, dans ma bibliothèque.